Donc, aujourd'hui, on va parler d'empathie au travail, en situation de travail, une qualité, je pense, qui est de plus en plus recherchée dans le milieu de travail pour plein de raisons qu'on va s'expliquer durant la séance aujourd'hui. Mais j'aurais probablement une question de sondage pour vous parce que, justement, qui cherche à savoir c'est quoi l'empathie au travail pour vous, à quoi ça sert, pourquoi, justement, on parle d'empathie, évidemment, d'écoute, mais pourquoi? Aujourd'hui, on va situer vraiment l'empathie pour écouter, pour comprendre les besoins, donc qui était la troisième réponse. C'est un processus qui est malheureusement ce qu'on voudrait, qui n'est pas aussi vite que prévu. Donc, évidemment, il va falloir prendre le temps, évidemment, de comprendre les besoins. Mais le grand avantage de l'empathie, c'est qu'il nous permet de bien cerner le besoin pour arriver plus rapidement à une résolution. Donc, ça, c'est le gain qu'on a. On ne va pas plus vite, mais on a un meilleur gain au bout du compte. Pour partager les émotions, vous allez voir, on va distinguer empathie et sympathie. On va même aller visiter un peu qu'est-ce que l'antipathie ou l'apathie. Donc, juste de distinguer les différentes postures qu'on peut avoir dans un échange. Puis, pour éviter les tensions et les différences, c'est une posture intéressante, mais juste ramener le fait qu'on ne peut pas toujours éviter les tensions et les différends. Elles sont présentes, c'est présent dans les contextes de travail, dans les échanges qu'on peut avoir avec la clientèle. Donc, on ne pourra pas tout éviter, mais je pense que l'empathie est vraiment un bon outil pour justement diminuer le niveau de tension pour revenir plus rapidement à une relation de collaboration là, avec nos collègues, avec la clientèle, avec toute personne sur laquelle on va avoir des occasions de travail. Donc, voilà. Fait que vous avez les thèmes principaux, collaboration, résolution de problèmes. Deuxième question, avant qu'on entre dans le vif du sujet, deuxième sondage, une question justement, comment on fait définir empathie et sympathie? Première suggestion, il n'y a pas de différence. Deuxième, l'empathie comprend, alors que la sympathie vit les émotions vraiment. Troisième, la sympathie comprend, l'empathie vit les émotions avec l'autre. Et vous avez la quatrième option, l'empathie écoute, la sympathie met la distance nécessaire à l'échange. Donc, je vous invite à répondre. Comment on différencie justement? On en parle beaucoup de cette notion-là, il faut entrer en empathie, mais pas en sympathie. On est beaucoup dans ces termes-là. Voilà, sympathie, ça l'invite quand même à une qualité intéressante, là, être sympathique. Donc, vous avez été nombreux à nommer et la majorité, l'empathie comprend, la sympathie vit avec les émotions, avec la personne. Donc, en effet, c'est exactement la distinction qu'on cherchait. Donc, bravo pour ce geste. Donc, évidemment, il ne faut pas voir non plus des distinctions majeures. Là, ça se pourrait que des fois, on est un peu dans l'apathie, des fois dans la sympathie. Donc, ces zones-là, ces zones grises-là existent. Mais le geste d'empathie, c'est vraiment de comprendre, d'entendre pour comprendre. Donc, une situation qui n'est pas la nôtre, une situation qu'on ne vit pas, nous, directement, pour laquelle on n'éprouve pas nécessairement d'émotion, mais on comprend la situation. On est en mesure de situer le problème avec l'autre. Donc, peut-être que le problème nous concerne tous les deux. Peut-être que c'est un problème que vit une autre personne que je vais accompagner parce que j'offre un service. Donc, l'idée, c'est de vraiment entrer dans cette posture-là d'écoute qui me permet de comprendre, d'avoir les éléments, les faits, le contexte de l'autre personne va m'aider beaucoup à résoudre, à accompagner peut-être la résolution si je ne suis pas en mesure de résoudre moi-même. L'empathie nous amène beaucoup plus dans une posture de vivre les émotions. Donc, je pourrais être amenée à vivre du découragement, vivre de la colère. Donc, ça me sort plus directement de la résolution, d'être capable de cerner le problème, d'être capable d'accompagner aussi une démarche d'observation, une démarche de proposition d'idées, une démarche de mise en action de la solution. Donc, on recherche vraiment le côté empathique. Donc, c'est une posture à adopter, c'est un niveau d'écoute aussi qu'on va tenter de conserver dans l'échange. Donc, la sympathie. Vous avez évidemment d'autres postures
l'apathie ou l'antipathie qui n'offriront pas d'aide. En fait, c'est la distinction aussi qu'on va voir avec le côté empathique. C'est-à-dire qu'une posture apathie va même nous mettre pas en contact avec la situation. Donc, il y a un refus d'entendre, il y a évidemment un refus de comprendre. Et l'antipathie, bien, difficulté à comprendre, à situer l'émotion, à situer le besoin. Donc, une grande distance. Alors que dans un côté, une écoute empathique va nous fournir une certaine distance parce qu'on ne vivra pas la situation avec l'autre, mais va nous offrir quand même une compréhension. On va être en alliance avec l'autre personne pour résoudre la situation. C'est vraiment la distinction. Donc, on ne se coupe pas, mais on se met en posture de compréhension et évidemment en posture de résolution. Voilà. Alors, ce pourrait être les 3 verbes qu'on aurait: écouter, comprendre, offrir une aide qui va être, ou une solution. On pourrait voir cette posture-là comme entrer dans la solution avec l'autre personne. L'empathie au travail, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus étudié. C'est pas nouveau, on connaît bien les termes, on aime bien, on y réfère souvent. Il y a le magazine Forbes récemment qui a publié un article où il révélait plusieurs études justement sur l'empathie comme une compétence nécessaire pour le leadership. Donc, le leadership, on peut l'associer à des postures d'autorité, mais on peut l'associer à toute personne qui travaille dans un milieu de travail, qui a envie d'avancer les choses, qui a envie d'amener ses collègues dans la solution ou ses clients dans la solution. Donc, on découvre à travers les études que, évidemment, ça répond à plusieurs de nos situations problématiques au travail, duquel on parle beaucoup, je pense, présentement, là, notamment avec le télétravail, la pénurie de main-d'œuvre. Donc, on a interrogé les gens, puis on découvre dans les études un engagement qui est plus grand par rapport à son milieu de travail. Donc, on parle de 76 versus 32 donc 76 de plus d'engagement versus quand on a des situations empathiques au travail, notamment de la part de son gestionnaire. Mais on pourrait inclure aussi les collègues. Innovation qui est plus présente. Puis ça, je suis tout à fait d'accord pour enseigner des cours sur l'innovation, la créativité. L'empathie, c'est un outil très, très primordial là, dans le contexte d'une résolution de problèmes, dans un contexte à la recherche de nouvelles solutions, donc très importante. On peut parler de conciliation travail-famille ou de travail vie privée, vie professionnelle favorable. Donc, on voit les pourcentages. On a identifié aussi une coopération qui augmente. Plus je suis en situation, je suis avec des gens qui démontrent de l'empathie, plus j'ai envie de coopérer, plus j'ai envie de collaborer. L'inverse est aussi vrai. Donc, s'il y a quelque chose de positif dans l'empathie, c'est que c'est quelque chose qui est facilement partagé. Donc, on va influencer aussi beaucoup les autres. Santé mentale améliorée, donc plus de possibilité d'être authentique, de pouvoir révéler ce qui est problématique pour moi, avoir un appui, avoir de l'aide, donc être dans une démarche de résolution de problèmes. Et tout le sentiment de se sentir, excusez-moi, donc tout le côté, je pense que vous avez manqué, le côté inclusion, se sentir inclus dans son milieu de travail. Dans la démarche de face à un problème, face à un différend, face à un conflit, on retrouve beaucoup les mêmes étapes. Moi, je m'amuse à dire que mon travail de médiation, puis mon travail de plus de théorie ou d'enseignement en créativité se ressemblent beaucoup, mais on retrouve beaucoup les mêmes étapes. Donc, l'écoute, donc une écoute empathique qu'on peut activer par des techniques d'écoute active. Je donne dans les formations que je donne, j'aborde ces techniques-là. Accompagner, donc la posture d'accompagnement pour identifier c'est quoi le problème, c'est quoi la situation. On en vient ensuite à une étape de créer les solutions. Donc, dans certaines occasions, ça peut être un moment d'échanger sur les solutions potentielles avec l'autre personne, de discuter de nos solutions qui sont
envisageables, qui sont acceptables. Donc, d'offrir un espace d'idéation, de réflexion sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour résoudre le problème. Et ensuite, dans la 4e étape, on a le choix mis en place. Donc, toutes ces postures-là nous invitent à de l'écoute, mais nous invitent aussi au dialogue parce que, évidemment, quand il est question de s'entendre sur un problème, de s'entendre sur une résolution, il faut être en mesure aussi d'échanger sur comment l'autre personne ou les autres personnes voient la situation, qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc, évidemment, ça nous amène aussi très proche de l'empathie, on le verra tout à l'heure, parce que le niveau d'écoute qui est demandé pour le dialogue, c'est encore une fois le niveau empathique. Un bref aperçu de nos techniques d'écoute possibles pour amener justement les autres personnes dans un échange empathique, dans un échange dialogique. Donc, il y en a qu'on fait naturellement, que vous pouvez voir. Donc, évidemment, le questionnement. Donc, avoir des questions qui sont ouvertes. Pourquoi? Comment tu vois les choses? Tout ça va activer justement la compréhension de la situation, puis va permettre d'entrer dans un échange dialogique. Le silence aussi, c'est une bonne technique d'écoute, donc faire de la place, que chacun puisse sentir qu'il y a une place dans l'échange, qu'on est vraiment écouté, que l'écoute est là pour, dans un souci de comprendre. Et il y en a plusieurs autres qui nous permettent de s'entendre sur c'est quoi la situation, c'est quoi le problème, dans quelle mesure je peux aider dans le contexte de mon travail, dans le contexte de mon rôle. Souvent, on craint l'échange empathique parce qu'on a peur que ça prenne trop de temps ou on a peur de mettre les autres personnes mal à l'aise, mais il y a différentes façons pour justement se centrer sur l'échange qu'on peut faire ensemble, donc de recadrer l'échange. Il y a des façons aussi de reformuler ce qu'on a entendu, ce qu'on a compris pour s'assurer que l'autre personne, on a une bonne compréhension puis se sente plus à l'aise de modifier, de changer certains éléments là, qu'on n'aurait pas pu identifier dans un premier échange. L'encouragement, la valorisation. Donc, il y a différentes façons d'être dans une écoute active. Une écoute aussi, on est présent au fil de l'écoute. L'empathie, je vous disais, c'est associé au dialogue. Donc, c'est un niveau d'écoute qu'on offre à l'autre personne. Il ne faut pas non plus penser qu'on peut être toujours à ce niveau d'écoute-là. C'est quand même un niveau qui demande de l'attention, de la présence, qui demande aussi d'être passé par les autres niveaux d'écoute précédents. Donc, c'est sûr quand on rentre dans une interaction, on va être plus dans un niveau d'écoute de politesse, d'habitude, on va installer l'échange. Tranquillement, on va rentrer dans le niveau 2, on va être dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé, qui est cette personne, c'est quoi son contexte, comment je peux l'aider, etc. Puis, pour enfin accéder au niveau d'écoute 3, où on est en dialogue, où vraiment nous est exposé une situation, une posture, on n'a pas à juger, on n'a pas à définir si c'est la bonne ou la pas bonne posture, on a juste à accepter. Et dans un échange où vous seriez plus en tension avec un collègue, avec une autre personne, c'est intéressant aussi de faire place à chacun sa version, chacun ses perceptions, chacun ses attentes. Ça nous amène à être dans un côté plus exploratoire, découvrir, pour ensuite rentrer dans la résolution qui est un niveau d'écoute où on est dans le niveau 4, le plus générer des idées, générer des possibilités. Donc, pour entrer en résolution, je pense que c'est important justement de faire place à ce niveau d'écoute-là. C'est souvent le premier volet de nos démarches de résolution de problèmes. Là, vous pouvez les observer. Là, il y en a plusieurs modèles, mais souvent, on est dans une posture d'écoute, d'observation, d'exploration. Une posture qui nous permet ensuite de définir, qui nous permet ensuite de générer des nouvelles idées, puis ensuite de choisir. Donc, peu importe le modèle qu'on utilise, je pense qu'il y a un incontournable,
c'est d'arriver à se mettre à la place, d'écouter, d'entendre pour comprendre et ça va sécuriser l'ensemble du processus, ça va le rendre beaucoup plus adéquat. On n'arrivera pas avec une solution qui est un peu sortie de nulle part, qui est à côté du besoin. On se centre vraiment sur la situation, d'où son importance. Ça demande, pour atteindre un niveau d'écoute empathique, c'est sûr qu'il y a toute une présence à soi qui est demandée. On parle d'empathie, mais il y a l'empathie envers soi-même qui est primordiale. Donc, être capable aussi par différents exercices, on a des matrices de feedback ou d'autres outils qui vont nous permettre de nous situer, là, de nous prendre acte où j'en suis, c'est quoi mon niveau de disponibilité, qu'est-ce qui est possible en ce moment-là en termes d'écoute, est-ce que j'ai besoin d'une pause, est-ce que j'ai besoin d'un moment. Et ça, c'est intéressant de mettre ça aussi dans l'échange, donc de l'authenticité, un état réel de disponibilité. Si on n'est pas tout à fait présent, si on fait semblant d'écouter, c'est sûr que c'est les premières choses qu'on va percevoir. On est très attentif en communication au non-verbal. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'on doit activer. L'écoute active doit être réelle toujours. Intéressant aussi de voir dans un échange dialogique l'autre personne comme un partenaire, une partenaire. Donc, c'est ensemble qu'on va construire l'échange, c'est ensemble qu'on va connaître le besoin réel, qu'on va entrevoir les possibilités, qu'on va s'entendre sur les solutions. Donc, ce sera toujours pertinent d'installer la collaboration ou l'alliance très tôt dans l'échange. Des comportements d'écoute partiels ou inefficaces, on en a tous, là, ça c'est normal. Ce qu'on cherche, c'est prendre conscience justement, est-ce que j'écoute complètement ce qui est dit ou j'écoute certains éléments qui m'intéressent, je focus mon attention parce que je veux plus d'efficacité sur certaines dimensions. Donc, des fois, justement, quand on est dans un mode plus débat d'idées ou échange rapide, on va s'intéresser à certaines informations, on va répondre à des informations. L'écoute empathique, c'est vraiment de se donner un espace pour explorer l'ensemble et ensuite, on identifiera là, les éléments qu'on retient. On pourrait aussi avoir des comportements où on veut rassurer tôt l'autre personne, lui dire que ça va être correct, qu'on va trouver une solution et ce qui amène souvent un inconfort. Donc, si on arrive avec un problème, une situation à résoudre, on a besoin d'être entendu, d'être compris. Souvent, la première manifestation va être beaucoup plus émotive, moins rationnelle. Donc, un agacement, une déception, une impatience. Donc, l'écoute empathique, ça vient écouter, ça vient donner le sentiment qu'on est écouté pour l'ensemble. Puis ensuite, l'accompagnement à définir le besoin, à trouver les solutions va être facilité quand l'autre personne nous donne son accord, nous devient comme partenaire avec nous dans l'échange. Bon, il y a d'autres situations d'écoute inefficaces, là, écoute autoritaire, hostile, donc défensive. Il n'y a pas nécessairement de jugement à avoir, mais c'est d'observer, je pense que, il y a peut-être un glissement présentement, peut-être que ce serait intéressant que je revienne à une posture plus empathique, me mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre. Donc, on peut à tout moment se resituer aussi dans l'écoute. Dès qu'on est dans le domaine de l'attention, du différent, le différent, c'est vraiment avant le conflit, là, on ne voit pas les choses de la même façon, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas la même manière de résoudre, on ne travaille pas de la même manière. Donc, c'est sûr qu'en situation de travail, de collaboration, le différent fait partie de l'équation. Ce qui est important, c'est je pense, de le voir toujours comme un besoin ou une non répondu, non satisfait, peut-être une préoccupation, insécurité. Ça va se manifester par des émotions, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, on a parlé de déception, colère, peur. C'est les premiers signes qu'il y a une tension, qu'il y a un différent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espace pour la résolution. Au contraire, il y a un bel espace, il y a un vaste terrain de jeu. Quelqu'un nous exprime finalement un besoin. Il reste à le trouver, à le définir. L'écoute empathique va nous permettre justement
d'entrer dans cette zone-là où on passe de « je me sens seul, pas apprécié, incompris, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution, j'ai l'impression que c'est brumeux un peu sur mes possibilités de résoudre » à enfin, on m'écoute ou on m'écoute. Il y a le sentiment de respect, d'être respecté, d'être entendu, d'être reconnu qui s'active rapidement. Puis, comme je vous disais, l'idée d'être partenaire dans la solution, ça nous permet d'agir. Je pense que naturellement, humainement, on est très créatif, on va vers les solutions, peu importe ce qui nous arrive, surtout ces situations qui nous empêchent de fonctionner, une panne de voiture, un problème dans nos vies quotidiennes, on va rapidement aller vers la solution. Fait que d'offrir l'écoute empathique à quelqu'un, c'est lui permettre justement de passer d'un état un peu difficulté à voir ce qui se passe, à voir les possibilités, à OK, j'ai une écoute, j'ai même des fois la possibilité en exprimant ce que je vois, ce que je perçois, de moi-même me mettre en situation de résolution de problème. Des fois, c'est la chose qu'on peut offrir, c'est une posture d'écoute qui permet à l'autre de situer son problème. Une fois qu'on a le problème, beaucoup plus facile, ou le besoin, beaucoup plus facile de trouver la solution. Et l'empathie va justement amener l'état de peur, de colère, d'irritabilité qu'on pouvait avoir à des manifestations de calme, de joie, de sérénité, donc plusieurs déclinaisons possibles, mais rapidement dans un échange empathique, on peut voir une impatience ou des signes de colère qui vont se transformer en situation de calme, retour à la sérénité ou même des expressions de joie, des sourires, des manifestations qui vont s'installer. Donc, ça nous invite vraiment à essayer. Solange Cormier et d'autres ont étudié l'impact des émotions positives au travail. Et à partir du moment où on est dans l'expression justement de calme, de joie, de sérénité, on a beaucoup plus de chances de démontrer notre coopération, de travailler avec les autres, de rentrer dans l'espace d'authenticité, d'une communication, d'un dialogue. À l'inverse, quand on reste dans les émotions négatives, de déception, de colère, de tristesse, on a plus tendance à mettre des freins, justement, à collaborer, à rester, à trouver un espace de plus grand pour le contrôle. Et c'est là que ça donne lieu à des situations beaucoup plus d'interprétation. C'est-à-dire qu'on a moins accès à ce que l'autre pense, c'est moins exprimé, c'est moins clair, les besoins sont moins clairs, on interprète, on voit les silences comme des affronts, des refus de travailler avec nous, de nous aider. Donc, toutes ces situations-là d'interprétation vont nourrir les tensions, les différends, vont peut-être alimenter même des conflits potentiels. Alors, toute la posture empathique est justement préventive à ce niveau-là. C'est complexe, une personnalité, on est souvent juste témoin des comportements, qu'est-ce qui se cache en dessous, qu'est-ce que les expériences précédentes, les valeurs, les savoirs, les croyances, tout reste un peu difficile à percevoir, là, surtout les gens qu'on connaît moins, qu'on fréquente moins. Donc, on part des comportements, mais ces comportements-là nous indiquent, si on prend le temps quand même, manifestent des besoins, manifestent dans les questions, on peut entendre aussi les préoccupations, les attentes. Ça devient intéressant d'utiliser des outils qui dépersonnalisent les échanges, qui nous permettent de voir qu'en situation de travail, d'interaction sociale, on n'a pas les mêmes comportements. Là, je vous présente les styles communicationnels au travail. Il y en a bien d'autres, mais c'est des outils qui nous permettent de voir de quelle façon je communique avec les autres, de quelle
type d'information ou quels sont mes besoins en situation de travail? Est-ce que j'ai un grand niveau d'écoute? Est-ce que je suis plus dans le type de personne au travail qui va affirmer rapidement ses besoins, qui va les démontrer de façon plus ouverte? Il y a des types communicationnels qui vont exprimer plus d'émotions, d'autres moins. Donc, il y a des variations là, sur plusieurs tons et ça nous permet, même si on a peu accès aux individus, de voir un peu quels sont les besoins qui se cachent derrière les questions, les interactions, le rythme de chacun. Et tranquillement, on peut répondre aussi à ces situations-là. On peut garder un peu le recul qu'on parlait nécessaire pour demeurer empathique, demeurer à l'écoute, de voir, effectivement, on n'a pas la même préoccupation. Là. Il y en a qui vont avoir des préoccupations de résultats, d'aller rapidement, d'aller plus vite. Il y en a qui vont avoir besoin de beaucoup de détails, beaucoup d'analyse. Mais à tout moment, on peut s'entendre aussi avec les autres. On peut voir les choses de ce point de vue-là. Puis je pense que ça devient des outils pour se comprendre et effectivement collaborer tous ensemble. J'ai un peu révélé les contenus larges là, de ce qu'on pouvait voir dans l'empathie. Bien sûr, je serais intéressée à entendre vos questions, entendre étant plutôt des questions qui vont être sur le chat. Donc, vous avez l'occasion de les déposer là, sur le chat, les questions. Il y a ma collègue Oula qui va me les me les dire à l'écran, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, elles peuvent être nombreuses là, par rapport à l'empathie, par rapport aux techniques d'écoute, etc. Donc, je vois qu'il y avait une question par rapport. Juste vous mentionner que le webinaire est enregistré, donc il va y avoir un montage qui va être fait, qui va être disponible aussi sur YouTube, si ça vous concernait. Donc, il y a une question, comment amener son gestionnaire à faire, ça va vite, comment amener son gestionnaire à faire preuve d'écoute active? Donc, voilà, fait que c'est une bonne question. Donc, on veut amener l'autre dans un échange d'écoute actif. Je pense que d'installer déjà le climat, genre, on va parler beaucoup de climat de confiance dans un échange d'écoute. Intéressant de peut-être choisir avec l'autre personne, j'aimerais te parler de quelque chose, il y a une situation dont j'aimerais te parler. Donc, faire une invitation, choisir le bon moment pour chacun. Dans les styles communicationnels, on découvre justement qu'on n'a pas tous on n'a pas tous les mêmes besoins en termes de communication. Donc, il y a des gens qui ont besoin de réfléchir à des situations à l'avance ou entre les rencontres. Il y en a qui vont aimer être dans l'action pour trouver leur solution. Donc, il y a une variété de possibilités, mais s'entendre sur un lieu, un temps, amener les gens à se préparer des fois. Puis, peut-être la meilleure façon d'inviter les gens dans l'écoute active, c'est de fournir soi-même l'écoute active. Donc, d'exposer sa situation, de questionner l'autre personne, de lui demander comment elle voit les choses, peut-être dans un cas de gestionnaire, lui demander des explications, peut-être qu'on a besoin de savoir les pourquoi. Donc, toutes les questions ouvertes, toutes les rencontres où on se sent en sécurité là, vont quand même être plus invitantes là, pour l'échange empathique.